Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mercredi 22 février 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Alors quand le couple perd pied et que la vie à deux n'est plus possible, le divorce est parfois la meilleure solution. Alors comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de divorce et le thème du jour est divorce, une séparation conjuguée ou conditionnelle. Donc si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à composer le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, le divorce, oui, ce phénomène social a pris de l'ampleur ces dernières années. Beaucoup de cas de divorce sont enregistrés annuellement. Malgré les séances de conciliation effectuées par le juge ou la famille, le nombre ne faiblit pas. Alors, essayez d'expliquer tout ça, comprendre pourquoi et quelles sont les solutions. On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Rachid Mimouni. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université d'Alger 2. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, je vous en prie, pour un sujet très polémique. Exactement. Voilà. Avec nous aussi Monsieur Issam Toualbi Taalibi, vous êtes professeur à la faculté de l'Université de droit, Université Alger 1. Bonjour et merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et bien sûr, pour sa rubrique Wicher, Wahida Salam Sherif. Wahida, bonjour. Bonjour Mounia, ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Alhamdoulilah, tranquille. Tranquille. Alors le divorce, à une certaine époque, c'était pratiquement tabou. On n'osait pas en parler, on n'osait pas dire aux parents que voilà, on a décidé de divorcer, alors que la jeune génération aujourd'hui a plus de facilité de divorcer. Est-ce que l'institution du mariage est ébranlée aujourd'hui, Monsieur Mimouni ? Oui, très certainement. C'est-à-dire que nous avons subi des changements qui sont majeurs dans la société. Donc, ce que nous avons vu, c'est que nous avons passé d'un modèle traditionnel concernant le mariage, concernant l'organisation familiale, les phénomènes nuptiaux, le matrimonial, etc., vers un modèle qui est, c'est-à-dire multidimensionnel, avec différents modèles d'identification qui interfèrent et qui souvent sont très, c'est-à-dire n'arrivent pas à se conformer à un idéal. Donc ça crée ce problème. Pour le modèle d'identification traditionnel, il faut voir qu'il y avait dans le modèle traditionnel que nous avions chez nos grands-parents déjà, ou peut-être même avant, il y avait un modèle basé sur la hiérarchisation des valeurs, sur un modèle unique pratiquement de valeurs, quelles que soient les différentes spécificités régionales ou peut-être citadines, rurales. Ce modèle-là, disons, avait une hiérarchisation des spécifications des tâches au niveau et des fonctions au niveau sexuel, au niveau des âges, etc. Donc, il y avait un code qui était plus ou moins clair au niveau du mariage. On se mariait à ce moment-là, aujourd'hui, on le sait moins. Oui, c'était même au niveau de la socialisation, c'est-à-dire les enfants, ils étaient initiés au mariage, garçons et filles, donc pour un modèle dès l'enfance. Et à partir de là, donc on devait se conformer à ce modèle. Il y avait des contraintes sociales qui nous permettaient un contrôle social très effectif de la famille qui permettait, disons, de vérifier déjà au niveau du mariage, le choix de la famille. Le mariage était un modèle familial, c'était un choix familial. Il y avait ce qu'on appelait avant, maintenant, les mariages consanguins, c'est-à-dire en particulier le mariage endogamique, c'est-à-dire avec le cousin, la cousine. Ça pouvait être étendu, un mariage élargi au voisinage, à la tribu, etc. Maintenant, alors, ce qu'on voit, c'est que ce modèle a été, c'est-à-dire particulièrement quand on est passé vers le modèle urbain, ça a changé et ça a eu des changements qu'on pourra peut-être évoquer. Mais avant cela, je pourrais mentionner, ça a été mentionné par des auteurs, donc c'est pour ça que je me suis permis d'amener des références. Oui, bien sûr. Je mentionnerai le professeur Radio Toualbi Taalibi, le mariage des filles en Algérie. Alors je ne sais pas où le montrer. Alors c'est une recherche qui a été faite il y a quelque temps. Je ne mentionnerai que ce qu'elle a dit au niveau. Alors elle, c'est une psychanalyste. Donc qu'est-ce qu'elle a mentionné? Elle dit, elle concentre surtout sur la jeune fille. Elle a aussi une étude sur la jeune fille algérienne. Bon, c'était une étude qui a été faite il y a environ 25 ou 30 ans, mais quand même qui a son importance parce qu'il faut rechercher les facteurs historiques. L'apparent changement dans les grands centres urbains de l'Algérie
comparativement à l'impression de fixité suggérée par l'observation des milieux ruraux, n'est pas à concevoir comme le signifiant d'une scission de la société algérienne en deux modèles distincts et antagonistes, où les villes seraient à l'avant-garde du progrès. Cette division doit se comprendre au contraire comme la conséquence du moins de perméabilité des milieux ruraux, etc. Alors, concernant la jeune fille a un modèle de comportement, elle est astreinte à ce comportement, et ensuite, quand elle va en ville, elle se retrouve dans des modèles conflictuels. Oui. Alors comment ça va créer déjà une différenciation en elle et des conflits de rôles. Alors à partir de là, ça va déjà. Mais alors il y a d'autres études qui ont été mentionnées. Je mentionnerai par exemple. Alors ce qu'elle parle, voilà grosso modo, je résume un peu. Donc la question spécifique du mariage, toujours Madame Toualbi, au-delà de la question spécifique du mariage, les modèles identification culturelle comme en Algérie sont porteurs de nombreuses dysfonctions psychologiques. Elle parle de pluralisme des codes, dysfonction psychologique. Donc on voit ça. Je mentionnerai aussi, si vous le permettez, crise du mariage en Algérie de Fawzi Adel, Allah yarhamou, en 1998. Je prendrai une phrase qui dit « L'extraordinaire rapidité des changements sociaux a empêché la mise en place d'un système d'alliance, donc de mariage, qui soit conforme aux positions sociales nouvellement acquises, de sorte qu'il y ait un décalage entre les pratiques et les attentes des acteurs sociaux. » Et c'est peut-être un point clé qui va nous permettre de comprendre pourquoi, après, il y a eu des divorces, etc. La modernisation a eu un effet sur le mariage aujourd'hui, effectivement, surtout en Algérie. Alors je ne mentionnerai pas. Alors, il y a des facteurs de la modernisation qu'on pourrait aborder après. D'accord. Et on dit qu'il y a beaucoup de divorces, que les chiffres sont effrayants et tout ça, mais en comparaison avec les chiffres de mariage, ce n'est pas si affolant, même en comparaison avec le monde entier. En effet, le taux de mariage à peu près, il est entre 350 000 ou 370 000 mariages par an, alors même que pour les divorces, les statistiques du premier semestre 2022 les évaluent à 44 000, dit-on, ce qui ferait une moyenne à peu près pour cette année 2022 de 90 000. Pour certains, on aurait même dépassé le seuil des 100 000. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays arabes notamment, le phénomène paraîtrait moins inquiétant. Pour le Koweït, par exemple, on dit qu'on serait à un taux de 50% de divorces par an. Ce taux que je viens de dire pour l'Algérie, on serait à 25%, 30% en considérant 100 000 cas par an sur 350 000 unions annuelles, ce qui ferait un quart, dit-on, de taux de divorce. C'est moins que le Koweït. Le Liban, par exemple, ou la Jordanie, on est à un tiers. Ça, de ce point de vue, ça paraîtrait moins inquiétant. Mais d'un autre point de vue également, en 2017, on était à 65 000 à peu près. Oui. En 2018, 68 000. La pandémie a joué un jeu. Sans doute, sans nul doute. Là, c'est quasi consensuel entre les spécialistes, psychologues, sociologues, que la pandémie a joué un rôle prépondérant justement dans cette hausse. Mais même avant la pandémie, là je cite 2017-2018, c'est un taux de 3 000 par an. 3 000, c'est assez significatif. Une hausse de 3 000 cas par an, voilà. De 3 000 cas à peu près par an. C'est un taux, c'est une hausse significative, mais encore une fois, il faut relativiser. Il faut se placer à une échelle mondiale. Je ne citerai pas l'Occident, bien que c'est à peu près les mêmes moyens, c'est 50%, 60%, mais il y a moins de mariages puisqu'il y a, la vie en commun hors cadre du mariage, ce qui ferait que la séparation n'est pas forcément liée au mariage. Or, dans nos États musulmans, arabo-musulmans essentiellement, le divorce ne peut être recensé ou le taux calculé que dans un cadre matrimonial bien strict. Là, pour rebondir vers ce qu'a dit le professeur Mimouni très justement, c'est ce passage essentiellement de la famille collective, de la conception traditionnelle de la famille, vers ce qu'on appelle la famille nucléaire, au sens de famille individuelle. Et là, c'est le phénomène de la mondialisation essentiellement, que Debré appelle l'américanisation du monde. L'américanisation du monde, les réseaux sociaux, tout ce qui va avec, c'est toute notre conception du mariage qui a changé. Là, on est, si je peux dire, dans un conflit générationnel en vérité. C'est ce double conflit tradition-modernité, mais qui se situe par rapport à la représentation du mariage lui-même, entre cette représentation collective, et il y a même le terme de mariage arrangé, qu'on utilise autrefois. Il y avait ce concept de mariage. Paradoxalement,
c'est les mariages qui marchent le mieux. C'est les mariages qui marchent le mieux. C'est justement parce que c'est tout. étudié. Justement, c'est tout le paradoxe. C'est que ces mariages arrangés, entre guillemets, et qui devraient faire peur ou qui font peur ou je ne sais pas, qui marchent plus que ce qu'on appelle les mariages d'amour. Surtout aujourd'hui où la plupart de ceux qui se marient ont eu l'occasion de se connaître, la khatba, la fatha, etc. Et paradoxalement, on va revenir justement vers les causes directes et indirectes des divorces. L'une des causes les plus très importantes, selon le ministère de la Justice, qui représenterait 10% des cas, c'est l'incompatibilité d'humeur. Or, l'incompatibilité d'humeur dans certains cas, et dans le plus souvent des cas même, est mise en avant par l'épouse elle-même. Et bien souvent, 3, 4 mois, 5 mois après l'union. C'est-à-dire même pas une année. C'est pour ça que récemment, il y a une jurisprudence de la Cour suprême très intéressante et très importante qui ne reçoit plus, qui n'admet plus cet argument fondé sur l'incompatibilité des humeurs avant une année du mariage. C'est-à-dire si l'un des deux conjoints prétend devant le juge ou désire mettre fin à l'union conjugale avant une année en mettant en avant cet argument justement d'incompatibilité des humeurs, c'est systématiquement refusé parce qu'en une année, on n'a pas le temps de se connaître réellement, de savoir si vraiment nos humeurs sont incompatibles ou au contraire si ce n'est que des humeurs passagères. Exactement, surtout qu'on est influencé aussi par les séries, par les films, par tout le monde moderne aujourd'hui qui nous entoure. Et puis on voit ça dans les films, c'est tout beau, c'est tout joli et tout ça, c'est l'amour, ainsi de suite. Mais en réalité, on ne sait pas pourquoi on se marie et on ne connaît pas ce que c'est que le mariage, n'est-ce pas ? Justement, c'est pour ça que on va parler des solutions proposées, des alternatives. Parmi les alternatives proposées par certains, je ne sais pas si ce que je veux dire va agréer tout le monde, c'est de revoir même l'âge du mariage. Ça a été revu 21 pour les hommes, 18 pour les femmes. Certains même demandent à peut-être le revoir à la hausse. Peut-être que nos jeunes ne sont pas encore prêts. Ou peut-être faire une formation avant de se marier. Ou peut-être faire des formations avant de se marier. Un permis de mariage. Un permis de mariage, exactement. Alors, le divorce, la séparation aussi, ça engendre aussi des conséquences sur les enfants. Et je vous propose de suivre un reportage de notre journaliste Farida Ben Muslim qui nous en parle. تلاقطوا كما يقولوا ناس بكري يديروها هما ويخلصوها دراري. الطفل يسوفري يكبر بعيد على باباه ولا بعيد على يماه. Devenu un phénomène social, le divorce aujourd'hui prend de l'ampleur en Algérie. Décrit comme une rupture officielle d'un mariage civil, une séparation entre deux personnes. Le divorce, qui est un phénomène sociétal, apparaît en Algérie avec des chiffres alarmants. Plus de 70 000 cas en Algérie. Oui, c'est un chiffre assez alarmant qui nous fait toucher à un point culminant du problème. Quelles sont ces causes ? Une des réponses qui revient le plus souvent, plus de 80% des cas sont des couples jeunes, des couples qui viennent de se former. D'où l'immaturité du couple pour un mariage. عوامل كثيرة، عامل الاقتصادي، عامل الثقافة، يعني مستوى تاعو لاباس أو العكس صحيح، هي المستوى تاعها أو المستوى يوقع فيه ثاني مشكل، والضحية هم الأبناء، النفسية تاعو، يعني في الدراسة تاعو راح ينقص في الدراسة. ما يعودش محتك بالمجتمع تاعو، ما يعودش يخرج، ما يعودش يعني يتحرك، ما يعودش نشيط، النفسية تاعو تتدهور، يتعب نفسيا. Plus de 50% des cas de divorce en Algérie, dont la durée du mariage sont inférieures à 3 ans. Donc c'est un phénomène de génération. La première cause fondamentale, peut-être, c'est la question de perception. C'est-à-dire comment on perçoit aujourd'hui le mariage. C'est-à-dire dans la vision traditionnelle, le mariage était par obligation. Aussi l'environnement complexe. Donc le deuxième point, c'est l'environnement aussi qui fait pression sur le ménage. Là, c'est très important. Cependant, il faut savoir qu'un divorce n'est jamais sans conséquences. Cette période de transition a des effets extrêmement difficiles, en particulier chez les enfants, qui malheureusement souvent sont placés aux premières loges. C'est un événement qui est loin d'être anodin pour eux. Moi, je dirais qu'il y a des conséquences à court terme et puis des conséquences à long terme. Les conséquences à court terme, elles sont immédiates, nous les observons tout de suite. En général, ça suit les premiers mois du divorce. Vous avez
une installation d'un stress continu. Ces enfants pensent être coupables du divorce de leurs parents. Ces enfants ont besoin d'être rassurés, savoir qu'ils n'y sont pour rien. Il y a l'anxiété, une anxiété complètement présente dans leur vie. Il y a une culpabilité, il y a cette envie, il y a ce sentiment d'abandon. باغ اكزومبل راهو عايش مع يماه راح يروح يعيش مع يماه لونفون باباه بعيد عليه دونك كاين دي بارون كاين بابات اللي راح يلتب ولادو كاين بابات اللي راح ينسى ولادو راح يعاود حياته دونك لونفون كي يروح يقرا يخصو امورات كي يدخل للدار يماه اوبليجي تكون تخدم عليه كي يدخل للدار ما يلقاش يماه موجدت له حايطت له وكذا منه لو كوتي هذا يلعب دور كي يشوف صحابو يماه توجد لهم تغسل لهم حوايجهم طيب لهم هو يماه حوايج راهي اوكيبي باش توكلوا باش تعيشوا دا نوتر كوتي الكرا كدا اجري كدا يكون عنده واحد النقص اللي بالك يخليه في وسط المجتمع ايزولي بالك يشوف بابا السيد جاي العشيه بابا صاحبه جاي العشيه هو مريح في الحومه يشوف وليده راح يجري عند باباه هو مريح في الحومه صافا لو توشي فريمون واحد تلعب له بسيكولوجيكمون مع الوقت يولي ايزولي يعني خدمه دار ما يهضر مع حتى واحد سا ديبون يقدر يولي فيولون يتحقر باغ اكزومبل يطيح في حومه اللي يحقروه يطيح في حومه كيما نقولوا بالعاميه بالدرجه يجروا عليه ارواح نعطي لك ارواح نوري لك ارواح نروحوا نسرقوا ارواح نروحوا نديروا لونفون لا با لو غيد برا بالك يما في الدار تقدر تقول له صلي تقدر بصح برا ما عندوش شكون اللي يعاونو ما عندوش شكون اللي يعطي له لو كود بوس هذاك باش يجبد على الميليو هذا. Donc les enfants n'ont pas besoin uniquement de nafaqa, ça c'est leur droit, mais l'enfant a besoin de la présence des parents. Et surtout, lorsqu'il y a un divorce, on ne négocie pas comme généralement, soit il y a des déchirements, toute cette question. Et là, une question fondamentale, c'est que ça mérite aussi un autre regard d'étude. Est-ce que, par exemple, ces enfants qui souffrent de divorce, quel est leur itinéraire ? Vous l'aurez compris, l'anxiété, le stress, les troubles comportementaux causent une sensation de déchirement et provoquent un déséquilibre sur le développement des enfants. أنا نقول خافوا ربي في نفوسكم خافوا ربي في نفوسكم إذا كانت حاجة تاع يعني حاجة حكاية تاع كما نقولوا إحنا باللغة الدارجة حكاية تاع قف راح تترمم وراح يعني ممكن تتحاوروا ممكن تلحقوا باش ما تضيعوش دراري. Donc voilà, bon, c'est quand même pas mal d'émotions. Les enfants sont souvent les victimes et on va encore plus en parler dans ta rubrique tout à l'heure, Wahida Ouicha, parce que tu vas nous parler des impacts psychologiques et émotionnels du divorce sur toute la famille et les enfants aussi. Alors, Monsieur Mimouni, les changements sociaux quels sont les changements sociaux qui ont impacté l'institution du mariage? Alors, déjà, on peut dire qu'il y a une traçabilité dans cela. J'ai un ouvrage, par exemple, j'ai pris l'émergence des femmes au Maghreb, de Kamel Kateb. Voilà, grosso modo, je les sérierai rapidement. Une transformation profonde du système matrimonial. Scolarisation, emploi féminin et célibat prolongé. Alors, nous avons des chiffres, beaucoup de chiffres sur la scolarisation. Au début, ils avaient peur que la jeune fille n'aille pas à l'école. Maintenant, c'est pratiquement, elle submerge même l'université. L'emploi féminin aussi, qui n'arrive pas à la parité avec l'homme, mais quand même, qui est quand même dans des emplois, dans des fonctions, comment on appelle ça, des fonctions supérieures, dans tous les systèmes. Alors, scolarisation et prolongement du temps de célibat. Aussi, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, il y aura une inadéquation avec le modèle traditionnel où l'homme était un peu plus âgé, peut-être plus instruit que la femme, il y avait une certaine autorité, une prééminence qu'ils appellent de l'homme, une prééminence de l'homme, souvent ça peut aller vers d'autres formes. Et maintenant on trouve des inadéquations totales, où parfois même la femme est plus instruite que l'homme, donc elle est obligée de se rabattre sur des choix de nuptiaux qui ne sont pas en fonction de ce qu'elle avait, mais en fonction de son âge, elle sera obligée de choix, ils seront inférieurs dans ce qu'elle aurait pu avoir obtenu avant. Il y a scolarisation, prolongement de temps célibat, etc. L'ordre social et religieux. L'ordre religieux par des comportements sociaux, pas forcément par la religion, par le Coran, mais qui vont faire qu'il y aura une crispation
au niveau de la vision de la femme, de ses droits, peut-être réduction, parce que il y a aussi l'autonomie de la femme. L'autonomie de la femme, cette autonomie va lui faire que dans le système traditionnel, les choix, ses options, ses fonctions domestiques, etc., étaient plus ou moins établis préalablement. Maintenant, elle a une forme d'autonomie qui lui permet d'avoir plus de liberté, plus d'autonomie, mais aussi, c'est bien, l'aspect positif, c'est qu'elles peuvent contribuer mieux au budget familial, à la décision familiale, à l'éducation des enfants, mais en même temps, ça menace un peu peut-être l'autorité des parents, du mari. Donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, donc, c'est-à-dire, ça peut créer des conflits, et ces conflits-là peuvent aboutir à des incompréhensions. Alors, et souvent, c'est ça. Donc, on va voir que dans les cas de divorce qu'on va peut-être évoluer maintenant, mentionner, il y a aussi, ça se répercute. On le voit. Par exemple, je vois la première étude que j'ai, il y a beaucoup d'études dans les universités, en droit, en sociologie, en psychologie, sur le divorce. Donc, elles ne sont pas réunies. C'est ça, les décideurs, entre guillemets, devraient se pencher sur ça, les ministères qui se concernent ces choses-là. Alors, par exemple, je parle le divorce en Algérie, une des premières études de Messaouda Kessel en 82, elle disait quand la jeune fille, quand il y avait, aux premières années d'indépendance, on a fait cette étude dans les années 80, mais elle disait qu'on a transposé un modèle familial traditionnel, rural, dans la ville, et alors c'est-à-dire les causes de divorce à ce moment-là étaient plutôt liées avec ces dysfonctionnements. Le modèle était inadéquat. Et alors, par exemple, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, l'intervention de la belle-mère. Oui. La belle-mère était dans l'appartement, elle intervenait directement sur son modèle traditionnel. Maintenant, la belle-mère, elle se retire un peu. Elle ne je se battre le divorce. Je ne veux pas être la raison. Oui, même c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Alors, donc, il y avait ça. Il y avait le travail de la femme. Elle disait le travail de la femme. Alors, elle n'avait pas le droit à ce moment-là d'imposer un choix. Mais elle sollicitait, il y avait des négociations, et pour un emploi qui était souvent subalterne. En Algérie, dans les 70, que ce soit la femme ou l'homme, il n'y avait pas de niveau d'instruction, il n'y avait pas des choix, des trucs comme ça. Donc, on voyait ça, c'est un modèle. Donc, alors, ça causait des divorces, généralement. Puis, on a trouvé une évolution, après dans d'autres études, que peut-être je mentionnerai après pour laisser la parole à professeur Toualbi, c'est que d'autres études qui mentionnent déjà ces changements qui ont été évolués ont impacté sur le mariage, sur le divorce. Et justement, quels sont les types de divorce? Il y en a 4. Justement, il y a le divorce à la volonté unilatérale. D'abord la volonté unilatérale de l'homme, qu'on appelle le talaq ou qu'on appelle la répudiation. Exactement. Le deuxième, c'est à la volonté de l'épouse, qu'on appelle le khola. Oui. Le troisième, c'est le tatliq, c'est-à-dire par force du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire c'est le juge qui constate qu'il y a un préjudice pour l'un ou l'autre des parties ou les deux parties, qu'il y a un manquement quelque part. Il y a une liste de causes et l'article qui le concerne finit par toute cause légitime justifiant cette intervention du judiciaire dans la vie matrimoniale, et c'est par la force de loi que le juge va mettre fin à cette union. Enfin, on a le divorce à l'amiable, qu'on appelle betaradi, c'est-à-dire les deux conjoints se mettent d'accord sur, chacun peut imposer ses conditions, ses choix, des concessions. C'est une forme de négociation pour arriver à une rupture. Consentement mutuel. C'est un consentement mutuel, d'arriver à une rupture qu'on appelle à l'amiable. Et généralement, c'est celle qui a le moins de dégâts, qui a l'aspect le moins scandaleux, si je peux dire. C'est le plus rare aussi. Et également la plus rare, justement. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour le divorce, que ce soit pour les enfants, pour pas mal de choses, pour la pension. Justement, est-ce que c'est par rapport aux deux conjoints eux-mêmes ou est-ce que c'est par rapport aux institutions censées faire le médiateur, faire la médiation entre eux, qui n'arrivent plus à remplir leurs fonctions? Car la médiation cherche, c'est vrai, comme on dit dans le fiqh, les hakamain, leur rôle, c'est de concilier, de faire réconcilier. Mais également, s'ils voient que la vie conjugale est devenue impossible, est devenue un enfer, il est de leur rôle également de faire parvenir les deux conjoints à une séparation à l'amiable. C'est-à-dire c'est les deux versants de l'intervention de la médiation. Mais est-ce que c'est une défaillance dans le cadre de la médiation? Je ne sais pas, peut-être qu'on aurait besoin d'études plus poussées. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, professeur Mimouni, justement, l'un des aléas
ou des déficits de notre système de recherche, c'est ce cloisonnement entre les différentes disciplines. On est aux antipodes de l'interdisciplinarité. Je vous cite un exemple. Dans un pays européen, par exemple, vous avez un juriste qui veut faire un doctorat en sociologie, par exemple. C'est permis. Or, chez nous, c'est vraiment des cursus type. Vous commencez juriste au niveau de licence, vous devez terminer juriste. Vous commencez sociologue, vous devez terminer sociologue. Or, la solution à ce type de problèmes sociétaux, justement, ça ne peut être que des solutions multidisciplinaires, pluridisciplinaires. Vous travaillez en coordination. De travailler justement en coordination. Et le pire, même dans certaines entités de recherche, on arrive parfois même à imposer certains coordinateur d'unité de recherche, que l'unité de recherche soit quasiment composée de la même discipline. Or, c'est l'interdisciplinarité, justement, qui permet d'avoir des points de vue différents pour pouvoir aborder le même problème à partir d'axes différents. Quel est le divorce le plus répandu? La répudiation? On a souvent tendance à penser que c'est la répudiation. En effet, elle représente 40%, alors même que le khula ne représente, selon certaines statistiques, que 20%. Et justement, sur cette question du khula et l'augmentation significative des taux de divorce dont on a parlé il y a un moment, des 3000 cas par an, on a souvent tendance à vouloir faire de la femme la victime sacrificielle. C'est-à-dire qu'on dit que c'est depuis qu'on a permis en 2005 le khula à la volonté de la femme sans nulle condition, c'est-à-dire que le seul choix, sans même le soumettre à une véritable appréciation, que ce soit fondé ou infondé, comme c'est le cas pour le tatlir, on a souvent tendance à vouloir accuser, même de la part de juristes eux-mêmes, d'accuser la femme d'être à l'origine de cette hausse. On la justifie par le khula. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, car le khula, par rapport à la répudiation, qui reste la forme majoritaire, reste quasiment minoritaire, à 20%, moins 20%. Certains avancent le chiffre de 11%. On dit que c'est entre 11% et 20%. Vous expliquez, professeur, ce que signifie exactement juridiquement le khula. Qu'est-ce que pour que le spectateur comprenne? Le khula, d'un point de vue linguistique en langue arabe, c'est le fait d'enlever. C'est-à-dire enlever son vêtement. Ça, c'est le khula. D'un point de vue juridique, le khula, c'est l'épouse qui demande, qui requiert la fin de la relation conjugale. Et elle rachète un peu sa liberté. On peut dire, c'est une avancée considérable que l'islam a apportée à son époque. Il ne faut pas oublier qu'on est au 7e siècle, que dans toutes les cultures, qu'elles soient méditerranéennes, qu'elles soient, et surtout orientales, il n'y avait que le divorce. C'est-à-dire que l'union conjugale, on ne pouvait y mettre fin que par la volonté unilatérale de l'épouse. C'est pour ça qu'on appelle, c'est celui qui a la isma, c'est lui qui tenait à son bon vouloir, à son bon gré, même si une femme ne voulait pas vivre avec lui, elle n'avait pas le choix. Même dans la tradition hébraïque, c'est la même chose. Or, l'islam a apporté cette nouveauté, en son époque, on est au 7e siècle, où il permet, une femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, elle s'appelle Hind ibn Ataba, et elle lui dit, j'ai épousé Qais, et je ne veux plus vivre avec lui. Je ne l'aime pas. Et elle a été sincère. Incompatibilité d'humeur. Je n'ai rien à lui reprocher, ni par rapport à sa religiosité, ni par rapport à son caractère. Je n'ai rien à lui reprocher. Mais c'est simplement que je ne peux pas vivre avec lui. Qu'est-ce qu'il lui dit, le sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, si tu veux, qu'est-ce qu'il t'a offert au mariage? Elle lui dit, il m'a offert un jardin. Il m'a fait, non, c'est ça, ça a été ma dot. Et il lui dit, alors tu peux la lui restituer. Et là, et tu reprendras ta liberté. Et justement, par cet acte, le prophète a institué, c'est un peu l'histoire de cette disposition, l'historique de cette disposition qu'on appelle le khula. Et à partir de là, les femmes, dans l'histoire musulmane, avaient le droit de recourir à ce khula. Mais ce khula a été rapidement, pour citer Freud qui dit, il parle de sociétés phallocentriques, les sociétés arabo-musulmanes, c'est-à-dire axées autour du masculin. C'est ce fameux patriarcat dont on parle souvent. Le khul a rapidement vécu l'emprise du patriarcat, au sens où c'est devenu honteux. C'est-à-dire une femme qui demande le khul, soit on se mettait à la concevoir comme une femme, comme on dit, qui n'a pas honte. Il y a eu des stéréotypes qui s'y sont rapidement greffés. À partir de là, même aujourd'hui,
On a des partisans du khol, d'autres qui vous disent non, ça doit être vraiment dans des cas bien précis, etc. Pour vous dire que c'est une double histoire, une histoire institutionnelle, religieuse, mais en même temps, il y a tout un fait sociétal qui a mis un peu qui a pris un peu le dessus sur cette pratique. D'accord. Alors, combien de temps dure le divorce en Algérie? Si on décide de divorcer, que ce soit par khol, par répudiation ou dans les 4 cas, combien de temps prend le divorce? En Algérie, généralement, une action en justice, on est entre 6 mois à 1 année, la moyenne. Oui. Mais ça dépend des cas. Parfois, s'il y a des expertises qui rentrent en jeu, on peut aller jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans. Il ne faut pas oublier les procédures d'appel. Parce que bien que pour le divorce, l'appel ne concerne pas le divorce. Même si le divorce a été prononcé en première instance, c'est-à-dire par le tribunal, même s'il y a appel par l'un des 2 conjoints, cet appel ne concernera plus le divorce. Car le divorce est considéré comme étant consommé, ça ne concernerait que les droits pécuniaires, que les droits financiers. Mais dans tous les cas, psychologiquement parlant, si on est en action de justice, si on est dans une procédure judiciaire, psychologiquement, entre guillemets, on n'arrive pas à faire le deuil de ce mariage. Juste, et on n'arrive pas à dépasser. Si c'est pour une question de nafaqa, une procédure judiciaire qui va de 1 année à 2 ans, surtout s'il y a un conflit, même parfois par rapport à la garde des enfants. Oui. Parfois, il y a des conflits. Il y a, c'est vrai, la question de la pension de la nafaqa, mais il y a également la question de la garde des enfants. Parfois, il y a des conflits judiciaires autour des gardes de l'enfant qui prennent du temps, même par rapport au droit de visite. Parfois, il y a des juges qui sont extrêmement sévères, il faut être objectif, avec les pères. Parfois, vous avez un enfant, on vient d'écouter dans le reportage, et on va y revenir justement, Jaïda, sur les conséquences psychologiques sur l'enfant. Et là, quand vous avez parfois des juges qui donnent un droit de visite 1 fois par semaine au père, et de 8h du matin à midi, le vendredi, c'est-à-dire de 4 heures, même s'ils veulent emmener voir ses grands-parents, qui habitent, ils n'ont même pas le temps d'arriver. Mais c'est pour ça que pour vous dire qu'une procédure, là il va y avoir appel, parfois il peut même y avoir cassation, c'est une procédure judiciaire qui parfois, bien heureusement, dans des cas plus rares, peut prendre plus de temps. Mais en moyen, c'est entre 6 mois, 1 année, 1 année et demie. Même si c'est un divorce à l'amiable? Non, si c'est un divorce à l'amiable, ça prend moins de temps. Généralement, c'est entre 6 mois à 7, 8 mois, mais pas plus généralement. Quand c'est une procédure ordinaire, on est entre 1 année à 1 année et demie. Mais avant de prononcer le divorce, il y a la conciliation, la médiation, justement. Comment que ça se passe? Parce que c'est le juge qui doit faire la... Voilà. Obligatoirement. C'est le code des procédures. Dans quelles conditions ça se passe déjà? Ça se passe à huis clos, bien entendu. Le juge doit écouter chacune des 2 parties. Et là, le juge va demander à ce que les 2 parties soient présentes. Il se peut parfois que l'une des parties refuse carrément d'être présente. Parfois, une des parties ne vient même pas à l'audience de conciliation. Là, le juge ne peut que dresser un PV de non-conciliation, c'est-à-dire que la conciliation ne s'est pas faite parce qu'une des parties a quasiment refusé la conciliation dès le début. Mais le problème, et les juristes l'évoquent, les sociologues l'évoquent, par rapport à nos juges qui font la conciliation. Sans doute, ça doit être de très bons juges, question droit de la famille, qui sont spécialisés. Mais est-ce qu'ils ont les aptitudes psychologiques, les aptitudes, ce savoir-faire, car pour faire le travail de médiation, on parle même de prédisposition à la médiation. C'est-à-dire que c'est un don pour pouvoir rassembler les cœurs, pour pouvoir même diagnostiquer, parce que le médiateur ou le conciliateur dans un cadre judiciaire étatique ou le médiateur hors cadre judiciaire, dans les 2 cas, on doit avoir un certain savoir-faire et une certaine, comme on dit en la tradition islamique, une certaine fiasa, c'est-à-dire une certaine intuition pour pouvoir détecter le problème. Parfois, c'est des problèmes simples. Vous avez parlé d'ingérence des belles-mères, ingérence des belles-sœurs, mais ce problème peut grandir à l'infini pour se muer, pour devenir un véritable problème de fond et qui amènera à une perte de confiance entre les époux. Là, le juge doit avoir cette aptitude à faire là. Or, bien souvent, c'est assez expéditif. C'est-à-dire que les juges prennent souvent cette conciliation comme étant une formalité. La preuve, c'est le code des procédures. C'est une procédure qu'on doit faire. 10, 20 minutes, un quart d'heure. C'est pour ça qu'on appelle désormais, comme on vient de le faire pour le tribunal commercial, on vient de créer un tribunal de commerce. C'est-à-dire un juge de commerce assisté par des assesseurs
commerçants spécialistes. On appelle un peu à la même chose comme on fait pour la justice des mineurs. C'est-à-dire que le juge a des psychologues, des assesseurs. Pour la conciliation, on invite les juges justement à être dans le cadre d'une justice collégiale, une institution de conciliation spécialisée, avec des psychologues, des sociologues, avec des thérapeutes de couple, justement, qui peuvent détecter le fond du problème et faire un véritable travail de conciliation. Laisser le juge s'occuper des affaires juridiques et envoyer le couple en thérapie et demander un rapport pour pouvoir prononcer le divorce. Ce ne serait pas la meilleure solution? Ce serait la meilleure solution. C'est vrai qu'il y a encore la procédure du hakamain, mais même dans le choix des hakamain, ou ces conciliateurs ou réconciliateurs, ce serait bien qu'il y ait justement ce comité ou cette commission de spécialistes qui ferait un véritable travail de thérapie de couple. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, justement? Qu'est-ce qui fait que même après le divorce, ça ne marche pas? Il y a des problèmes, encore plus de problèmes après le divorce. On veut se quitter, on veut se séparer, mais une fois séparé, c'est là où il y a encore plus de problèmes. Bon, alors, je reviendrai sur un problème très important qu'a soulevé le professeur Toualbi, c'est le problème des instances de médiation. Il y a quelques mois, il y a eu une réunion justement entre des différentes instances officielles justement pour introduire des médiateurs sociaux familiaux, c'est-à-dire au niveau de l'université d'Alger. Vous parliez de l'université, il n'y a pas de le LMD permet les passerelles. Pourquoi il n'y a pas de passerelles et ne sont pas fonctionnelles maintenant, alors que le LMD a plus de 12 ans en Algérie? Ces passerelles permettraient cette formation. Alors, bon. Alors, ensuite, il y a un master en sociologie de la famille à l'université d'Alger 2 qui parle ça. Parmi les formations qu'il y a, des compétences, des savoir-faire, du spécialiste en famille, spécialiste sociologue spécialiste de la famille, dont des modules sur les conflits familiaux, sur les handicapés, souvent c'est des choses comme ça, sur les handicapés, sur les addictions, etc. Donc, c'est-à-dire que dans cette cellule de comédiation, il faudrait introduire des sociologues, des psychologues. Ce n'est pas simplement des problèmes psychologiques, il y a des problèmes familiaux sous-jacents qui vont créer des problèmes au niveau de la famille. Et comme déjà il y a des expériences, des savoir-faire qui seront transmis. Concernant, je mentionnerai peut-être une chose, je vais mentionner une étude qui a été faite par la demande de divorce dans la famille algérienne par Zohra Abbasi. Alors qu'est-ce qu'elle mentionne? Je mentionnais que quel facteur? Facteur de la persistance des traditions. Ça a été fait il y a plus d'une dizaine d'années. Donc il représente 23%. Persistance des traditions. Alors, c'est-à-dire les fonctions féminines habituelles non réalisées, où l'homme pourrait s'appuyer sur cela. Non-virginité, stérilité de l'épouse, maternité insatisfaisante, ça va dans ces choses-là. Survivance d'une dynamique traditionnelle familiale. C'est ce que je disais auparavant, mais ça n'est pas tellement. Existence d'enfants d'un précédent mariage, tout ça, c'est des choses traditionnelles. Il y a les facteurs relatifs au changement social. Alors, parmi ces facteurs, références culturelles différentes, s'ils n'existaient pas avant, puisqu'il y avait un mariage disons endogamique plus ou moins. Oui. Voilà. Niveau d'études différents. Vous voyez, bon, je ne mentionnerai pas des cas pour ne pas dévaloriser la femme. Il y a des femmes maintenant, par quel prolongement du célibat, qui se marient avec des hommes qui sont de niveau culturel et inférieur. Mais l'essentiel, c'est qu'ils pourvoient à leurs besoins ou qu'il y a des arrangements, etc. Niveau socio-économique différent. Écart d'âge qui existait avant, maintenant, qui ne sont plus suscités, qui n'acceptent plus. Les facteurs personnels, traits de caractère inconciliables, comme mentionné tout à l'heure choix conjugal par les parents, qui sont imposés. Intolérance aux difficultés matérielles. Il y a des femmes qui disent alors que la femme, avant, elle était imposée. Si elle revenait pour ça, dans sa famille traditionnelle, tu veux être patiente, etc. L'adultère, maintenant, il y a des formes d'adultère. C'était réduit aux hommes, maintenant ça a étendu peut-être aux femmes. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur les femmes. L'adultère, maintenant, par l'Internet. On voit beaucoup de cas, on n'a pas des études précises. Mariage au ministère de la Justice, ça représenterait 30% des cas. Par l'Internet. Des cas. Oui. Non, par l'Internet. Les cas d'adultère. Voilà. Alors, conflits de rôle domestique qui ressurgissent. Conflits de rôle qui représentent encore 51%. Insurbonisation de l'épouse à l'égard des beaux-parents, partie, soumission de l'époux à l'autorité parentale, travail féminin extérieur, qui n'est pas tellement. Alors, il y a une chose importante, c'est qu'il y a une dernière étude qui a été faite qui n'a pas été publiée, mais qui était un doctorat d'État, un doctorat qui a été publié sur l'autorité de l'époux, l'autorité traditionnelle. Parce que quand il y a des cas de conflit comme ça, alors c'est vrai que ça a changé en parlant de conciliation.
avant, ça ne se passait pas comme ça. Quand une femme décidait de partir ou que s'il y avait un problème, ça ne se réglait pas forcément directement chez le juge. La tradition a complètement changé. On ne traite plus les problèmes familiaux de la même façon. Oui, auparavant c'était certain. Il y avait même dans les sociétés traditionnelles, en Kabylie, etc., dans les Aurès, dans le sud, etc., même dans le nord de l'Algérie, il y avait des instances traditionnelles. C'est le shir qui fait. Le shir qui faisait ça. Il avait cette aura qui pouvait forcer quand il y a l'aura morale, c'est-à-dire qui permettait de forcer quand il y avait des exagérations. Et c'était la famille de l'époux, de l'épouse qui imposait. Il lui disait, vous imposez. Maintenant, ça n'existe, c'est réduit, c'est pas que ça n'existe pas. Et il y a actuellement, même au niveau du HCI, des instances de conciliation, pas simplement pour la famille, mais des instances de conciliation dans les cas de conflit. Il y a Cheikh Bouezeri qui s'occupe de ça, etc. C'est connu. Donc, maintenant. Alors, donc, moi, il y a aussi autre chose. C'est l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Les choix, maintenant, il y avait les choix qui étaient liés par la famille, le choix personnel. Maintenant, il est tellement élargi que c'est les mariages basés sur l'attirance, sur les choix, sur les apparences souvent, ou sur des choix conjoncturels qui étaient prévalents. Maintenant, en cas de conflit, les choses de la vie, faisaient que dans la vie du mariage, la vie domestique, il y avait des conflits qui ressurgissent. Donc, par exemple, les travaux domestiques, l'autonomie de la femme, elle dit, moi, je vais présenter dans le mariage un salaire, etc. Je ne suis pas astreint aux tâches domestiques, par exemple. L'homme, il revient au modèle traditionnel. Et c'est ça qu'il a vu, par exemple. L'homme est effrayé. Le modèle, il a perdu son autorité traditionnelle. Peut-être en cas de conflit, il l'a fait ressurgir. Il doit m'écouter, il doit suivre mes obligations. Donc l'homme, on retrouve ce qu'on a trouvé ce qu'on a vu dans les choses, les jeunes qui se plaignent de l'instabilité, de la femme qui a... Donc c'est des mentalités différentes qui se croisent. Ils ont souvent des attentes qui sont différentes et qui ressurgissent en cas de difficulté. Peut-être pas au début, mais en tout cas de difficulté. Alors le cas qu'on avait mentionné, incompatibilité de mentalité, malgré qu'ils se sont peut-être connus, puisqu'on avait dit ils se sont connus dans les secteurs publics ou à l'université, ressurgissent quand il y a une vie conjugale. La conjugalité répond à d'autres obligations, d'autres facteurs, etc. Il y a aussi un autre phénomène qu'on observe ces derniers temps, excusez-moi, c'est les réseaux sociaux Internet. Vous avez remarqué qu'il y a des groupes où on peut poster nos soucis, raconter nos vies privées en anonyme. Et au lieu d'aller communiquer avec mon conjoint, ma conjointe ou mon entourage, ma petite famille, c'est que je vais vers des inconnus que je ne connais pas au fond d'eux comment ils sont. Peut-être que c'est des personnes malveillantes qui vont mal me conseiller. C'est ce que je lis personnellement souvent dans des commentaires. On incite même certaines personnes à aller vers la violence. Et ça, c'est très grave. Moi, je trouve que c'est très grave, au lieu d'aller voir des personnes professionnels des thérapeutes, pour se confier, des thérapeutes ou des membres de sa famille, comme on est en train de citer depuis tout à l'heure, mais de faire confiance à des inconnus. Ça, je pense que c'est une des causes qui nous pousse vers le mariage. Exactement. Alors, je rappelle juste le numéro de téléphone. Aujourd'hui, on est en train de parler de divorce et le thème du jour est divorce, une séparation conjugale ou conditionnelle. Donc, si vous voulez témoigner ou nous poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Est-ce que ce ne serait pas possible, par exemple, ça existe ici en Algérie, le contrat de mariage, pour établir un contrat sur lequel on est d'accord sur la majorité des points pour ne pas se retrouver à divorcer tout après. Le mariage en lui-même, c'est un contrat, en islam, a toujours été considéré comme étant un contrat, contrairement à la tradition chrétienne, qui le considère comme un sacrement. En islam, le contrat n'est pas considéré comme étant un sacrement, mais un contrat. C'est-à-dire, dans un contrat par définition, le contrat se définit comme un accord entre deux parties, entraînant des conséquences juridiques. Justement, c'est ce contrat, on peut écrire ce qu'on veut, on peut imposer des conditions qu'on souhaite. Or, là aussi, il y a toujours ce que, si je me rappelle bien, Bousquet appelle la discordance entre théorie et pratique dans le monde musulman. On a le dogme, on a la loi, ce qu'elle dit. Mais à chaque fois, il y a la pesanteur sociologique. C'est-à-dire une femme qui, de prime abord, elle commence comme ça. Et dès le début, ça commence bien. Elle commence par imposer des conditions. Déjà, il y a toute une appréhension par rapport à ces... La tradition qui met un short, voilà, où la femme... C'est pour ça, il y a toujours dans un short, on commence l'ehna. Même si elles veulent imposer des conditions, on va dire non, pour paraître
comme étant confiant, comme étant serein, comme ne voulant pas imposer. Parce qu'en imposant des conditions, c'est comme si on se mettait de prime abord dans un cadre de parti. Parti qui a des appréhensions, peut-être qu'il va y avoir des conflits, je me protège. Or, alors vous ne nous faites pas confiance. Là, il va y avoir toutes des a priori qui vont justement ressurgir. C'est pour ça que le droit fournit des armes, le droit fournit des moyens pour pouvoir soit désamorcer les conflits, soit éviter qu'ils arrivent. Si dès le début, ils avaient convenu, par exemple, que la femme travaille, il n'y aurait jamais eu de conflit relatif au fait qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Or, le problème, bien souvent, on ne le fait pas. Il y a des pères, ça c'est le rôle du wali. On a souvent tendance à penser que le wali a été imposé en islam pour faire de la femme une mineure à vie. Au contraire, ce n'est pas ça. Dès le début, c'était ce qu'elle n'ose pas dire elle, lui peut le dire. Il y a certains parents, des pères, qui assument pleinement cette fonction. C'est ma fille, j'impose qu'elle travaille, j'impose qu'elle termine ses études. Il y a d'autres qui préfèrent faire dans la diplomatie et souvent ça se... alors qu'en réalité on peut impressionner, on a déjà parlé dans nos émissions de la pression d'estime de soi aussi, le couple peut impressionner sa partenaire, donc il lui dit tout et n'importe quoi, il va lui vendre du rêve et en réalité elle va se retrouver face à une réalité. C'est le désenchantement. Voilà. C'est le désenchantement. Par contre, si on parle on a la chance d'avoir ça dans nos traditions, devant des témoins, devant notre famille, effectivement on ne va pas se retrouver à une réalité qu'on n'a pas su avant. Il faut vraiment respecter, faire appel à Wali Amad des deux parties. Hein. Mais justement, la pesanteur sociologique, bien souvent, ne le permet pas. Et imposer des conditions de prime abord, ça fait un peu peur. On n'ose pas le faire. Oui, c'est vrai qu'on n'ose pas le faire. Il y a aussi une question qui est c'est-à-dire le choix libre du mariage, parce que donc il y a trois formes maintenant de choix. Il y avait le choix parental, excessif ou alors qui était exclusif, je veux dire. Maintenant, il n'existe pratiquement pas. Il y a le choix libre total et il y a le choix avec l'acquiescement de certains critères que les parents, qu'on prend en considération dans le choix. C'est-à-dire, on prendra un profil d'un conjoint, homme ou femme, qui serait peut-être de ma région, qui serait peut-être d'un niveau social équivalent, qui serait pour faire sa facilité à mes parents. Et le choix libre sur un coup de tête, il n'y a pas, je ne sais pas si on peut parler maintenant d'un choix de raison, de mariage de raison, comme on disait, c'est peut-être cette théorie. Alors maintenant, c'est que ce qu'on voit, c'est que les choix maintenant, même quand les parents sont déconnectés, ou alors la famille, ou alors ils ne sont pas rationnels, on va se retrouver après des récriminations quand il y a un divorce. Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire que la femme, ça va affecter énormément sa personnalité, parce qu'après, elle va se retrouver une divorcée. Il y a toujours le label de la femme divorcée, l'opprobre. Une femme divorcée, dans le milieu traditionnel, puisqu'il y avait déjà des règles, on dit c'est de sa faute, donc déjà on lui disait c'est de sa faute, c'est elle la cause, c'est elle qui n'a pas su être patiente, elle n'a pas su trouver les mécanismes de conciliation avec son mari, etc. Maintenant, on va se retrouver avec une femme qui va se retrouver divorcée, et ensuite il y a l'opprobre. Il y a l'opprobre aussi, dans les trucs, on a peur d'une femme divorcée. Dans les familles, parce qu'elle est un danger. Elle va se remarier avec. Il y a mon mari, elle est une femme mariée, elle a peur de la femme divorcée. C'est la poisse, c'est nahs. Et bien, il y a un phénomène, il y a des bailleurs qui refusent carrément de louer aux femmes divorcées. La première, vous êtes divorcée, refusent de lui louer. Là, c'est un problème dont on parle. On est déjà dans une situation qui n'est pas favorable, même le côté psychologique aussi ne va pas trop bien, et la société n'aide pas non plus. Voilà. Au contraire. Et si elle a des enfants, elle peut être dans une famille monoparentale, avec une femme monoparentale, etc. Même l'homme. C'est-à-dire, les récriminations sont des deux côtés. Parce que l'homme aussi, parfois, quand il se marie, de mariage, comme on dit, entre parenthèses, affectif ou amoureux, etc., il va présenter à sa femme des cadeaux, des choses comme ça, et va dire, ma femme, quand elle m'a quitté de manière peut-être brutale, ou comment il va le considérer, elle est non reconnaissante. Regarde, moi, la fille que j'ai fait confiance, je l'ai choisie parmi d'autres, j'avais d'autres choix, j'ai choisi elle, et puis etc. Et voilà ce qu'elle me fait. Vous voyez, donc c'est-à-dire une récrimination, une intensité des sentiments. Et après, le plus grave, l'homme il dit j'ai plus confiance en les femmes parce qu'il ne sait plus maintenant, il n'a plus d'ordre. Justement, vous nous tendez la perche pour lancer la rubrique de Wahida Semchi parce qu'elle va nous parler de tout ça tout de suite après le jingle. Alors, Wahida. Justement, on parle des conséquences émotionnelles du divorce qui sont très difficiles à surmonter pour les conjoints, les enfants, mais aussi la famille et l'entourage.
Donc le divorce peut causer un stress émotionnel important qui peut entraîner des troubles de l'humeur, de la dépression, de l'anxiété et le sentiment de tristesse qu'on va véhiculer autour de nous. Il y a aussi la colère. Souvent, quand on divorce, on est en colère contre notre partenaire, notre belle famille, mais aussi les amis et les personnes en commun avec qui on partageait certaines choses. Donc, ils peuvent affecter la santé mentale. Malheureusement, ce volet, on l'oublie souvent au sein de notre société. On ne prend pas en considération notre santé mentale qui est importante. Donc, on a premier élément qu'on retrouve souvent, c'est la perte de confiance en soi et une estime de soi réduite. Professeur, vous êtes en train de me dire oui, parce qu'effectivement, quand les personnes impliquées peuvent se sentir rejetées, on va se dire ah, finalement mon partenaire ou ma partenaire m'a rejeté, c'est que le problème vient de moi, et on va se remettre en question et on va se dire aïe, peut-être que j'ai un souci par rapport à mes valeurs de la vie et j'ai un problème dans mes capacités à entretenir ma relation. Donc là, ça va jouer vraiment sur l'estime de soi. Le divorce peut causer aussi l'incertitude de l'avenir, c'est-à-dire que je vais me dire comment je vais vivre, comment je vais élever mes enfants, comment je pourrais effectuer certaines tâches. Mais surtout, la question qui revient souvent et qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est comment la société va me voir et comment je vais faire face à ma société. Donc ça, c'est, je vous vois très touchée. Ça nous touche vraiment. Il y a aussi, le divorce peut avoir un impact sur les relations futures. C'est par les professeurs à un moment donné sur le fait de ne plus faire confiance à son partenaire, à son futur partenaire. Dès qu'il y a une personne qui s'intéresse à nous, donc on se dit, ouais, qui fait, pourquoi moi marqué. Voilà, on est marqué et du coup on traîne avec nous nos casseroles et on se dit, c'est pas normal, je vais revivre la même chose. Et c'est beaucoup plus pour la femme dans notre société, malheureusement, de reconstruire sa vie parce que malheureusement elle porte le poids du divorce qui est censé être normal. C'est une conséquence de la vie qu'on peut très bien surmonter. Et on en a parlé tout à l'heure lors du reportage, la question des enfants. C'est triste, mais c'est comme ça, on en parle et on en reparlera. Et c'est jamais assez. Les enfants, c'est les premiers affectés par le divorce de leurs parents. Non seulement qu'ils vont avoir des troubles psychologiques, mais aussi ils vont devenir plus agressifs. Ça va se répercuter aussi sur leur scolarité. Donc les notes vont chuter. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils auront du mal à se réadapter à leur nouveau mode de vie. Ils vivaient dans un cadre familial où il y avait le papa et la maman présents, et du jour au lendemain, ils vont se retrouver peut-être chez les grands-parents, même pas chez un des parents. Parce que dans ça dépendra de la garde ensuite. Voilà, c'est les grands-parents qui ont la garde des enfants. Et vous imaginez se retrouver avec un parent qui a une certaine moyenne d'âge, une certaine mentalité, et du jour au lendemain se retrouver avec une personne, une mamie ou un papy qui ont du mal à suivre notre rythme, le rythme des enfants. Imaginez ce que ça va donner. Bien sûr, on parle d'alternatives depuis le début de l'émission. Donc, avant d'arriver au mariage, il y a certaines alternatives qu'on pourrait très bien effectuer et faire. Vous parlez depuis tout à l'heure des médiateurs. On parle dans la chance et l'avantage qu'on a dans notre culture, c'est les personnes d'un certain âge, c'est des imams de mosquée, ça peut être la plus âgée et la plus sage du quartier ou bien du village, avec laquelle on peut aller communiquer, raconter nos soucis, et puis elle va prendre les deux parties. Il faut que ce soit une personne qu'est-ce que j'allais dire, impartial, donc qui connaît pas spécialement X ou Y personne et qui essaie de réconcilier, de trouver le vrai souci pour pouvoir équilibrer le couple et les remettre ensemble. Il y a aussi les thérapies de couple. On a reçu plusieurs thérapeutes ici au sein de notre émission où on a parlé de l'importance de faire des thérapies de couple, parce qu'en réalité, on ne connaît pas le vrai problème pour aller au divorce. Je pense que lorsque vous travaillez au tribunal, vous retrouvez face à des couples qui ne connaissent pas vraiment le problème. Je m'excuse, Wahida, je te coupe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a un appel téléphonique. D'accord. Alors, on a Sherifa qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Sherifa. Allô ? Est-ce que vous pouvez couper votre téléviseur, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit Larsen. Est-ce que vous pouvez éteindre votre téléviseur ? C'est bon ? Allô, allô ? Alors, je crois qu'on a perdu Sherifa. On va voir si on peut la récupérer, si on peut récupérer Sherifa. Entre-temps, on va continuer. Donc, je crois qu'on l'a pas. Bon, on verra. Donc oui, Wahida. On parlait aussi de les thérapeutes, l'importance de faire des thérapies de couple où on fait appel à un professionnel.
On a encore des Larsen. Oui, allez-y. On fait appel à des professionnels pour nous aider, pour régler nos soucis de couple. Il y a aussi, dans certains cas, la séparation est vraiment impérative et importante. Pourquoi? Parce que si je me sépare de mon conjoint, je vais me remettre en question, je vais repenser aux soucis, je vais essayer de creuser encore plus profondément pour se dire à quel moment ça a déclenché nos soucis. Peut-être qu'au final, c'est juste un petit souci, comme on a déjà cité ici, c'est les tâches. Elle est là. J'essaie de voir. J'entends un peu de Je crois qu'on a Sherifa avec nous au téléphone. Allô? Oui, bonjour madame, oui. Bonjour Sherifa, comment allez-vous? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors vous nous appelez pour témoigner, n'est-ce pas? Oui. Alors on vous écoute. Alors moi j'avais connu quelqu'un en Algérie et je me suis mariée avec lui, avec des promesses, je vous dis pas. Et en fait, il m'a répudiée. Voilà. D'accord. Il m'a répudiée, moi Il vous a... Sans donner de raison? Non. D'accord. Sans donner de raison. Et en fait, lui, il avait connu quelqu'un d'autre et c'était pour lui, pour s'établir, pour Oui. Voilà. D'accord. Et à la fin, il s'est marié avec elle. D'accord. Est-ce qu'il a connu cette personne alors que vous étiez encore mariés? Est-ce que ça relève de l'adultère, si on peut dire? Oui, je pense que oui. Hein. D'accord. Oui. Mais vous n'avez pas pu le prouver lors du divorce? Eh bien non, parce qu'il m'a divorcé en cachette en Algérie. Donc voilà. vous n'êtes pas en Algérie, vous n'y étiez pas en Algérie, donc il a fait les démarches tout seul et vous avez appris votre divorce bien après. Tout à fait, exactement. D'accord, très bien. On va essayer de comprendre la situation avec notre juriste. Justement. Merci Sherifa pour votre témoignage. Et bon courage. Au revoir, Merci madame. à vous aussi, au revoir. Oui. On a évoqué plusieurs facteurs conduisant au divorce que les spécialistes généralement classent en deux catégories. Les facteurs endogènes, les facteurs exogènes. Les facteurs propres au couple lui-même et les facteurs, vous en avez cité certains, les réseaux sociaux, les belles-mères, les belles-sœurs, tout ce qui peut influencer la promiscuité, tout ce qui peut influencer la vie conjugale. Parmi justement ces facteurs, il y a un facteur, c'est le facteur spirituel, le facteur religieux. Il y a parlé de la répudiation. Il y a un hadith qui dit Abradul halal ila Allah ta'ala. L'acte, bien qu'il ne soit pas interdit, le plus haï auprès de Dieu, c'est justement la répudiation. Et ce n'est pas l'islam qui a institué la répudiation, elle existait bien avant, dans toutes les civilisations. L'islam allait lui donner un cadre juridique en donnant également à l'épouse l'opportunité ou la possibilité de demander la séparation. Mais autrefois, justement, pour la répudiation, il y avait ce qu'on appelle nif. Il y avait l'honneur, c'est-à-dire dans ce cas précis, je ne connais ni la bonne dame, Madame Sherifa, ni le monsieur, dans la mesure, je ne peux me prononcer, mais je parle de manière générique. La répudiation, quelqu'un qui avait donné le kilma, qui avait mis en confiance quelqu'un, qui avait promis et aller vers la répudiation et faire un revirement à 180 degrés, dans notre société algérienne, on revient 30 ans, 40 ans en arrière, ça n'existait pas. Même si il regrettait son mariage, il disait le nif. Pareillement pour l'épouse. Un peu l'épouse, même si elle regrettait son mariage, elle disait non, c'est le choix d'Abi. Il m'a... C'est le mektoub. J'essaie de m'adapter, j'essaie de trouver des solutions. Or, cette dimension du mektoub, cette dimension du, si on peut dire, de l'islam, c'est-à-dire de la soumission quelque part à la situation dans laquelle on se trouve, ce n'est pas la soumission du fatalisme, non. C'est une soumission d'un état de fait pour lequel qu'on doit rendre meilleur. C'est en voie de disparition, ça existe de plus en plus rarement. C'est pour ça qu'on va directement vers la solution de facilité. Si c'est l'homme, la répudiation et essayer de reconstruire sa vie. Si c'est la femme, c'est le khol. On n'a plus cette dimension de faire le jud, de faire l'effort, ni même de tenir sa parole, de préserver ce qu'on appelle hednif. Me dites j'ai donné ma parole, je dois la respecter. Merci à vous. On n'a plus de temps, je suis vraiment désolée. On est déjà à la fin de l'émission. En tout cas, c'était un plaisir. Professeur Rachid Mimouni, vous êtes professeur de sociologie à l'université d'Alger 2. Merci d'avoir participé. Professeur Issam Toualbi Ta'alibi, vous êtes professeur à la faculté de droit de l'université d'Alger 1. Merci aussi pour votre participation. Wahida, merci aussi pour ta participation. Et puis on se donne rendez-vous la semaine
semaine prochaine. Inch'Allah. Bon Voilà. week-end. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et Ma famille, ma vie revient lundi prochain à 10h30 sur Canal Algérie. Au revoir.